C'est un homme rare, multiple, comme on aimerait en rencontrer plus souvent. Biologiste français, d'abord spécialiste dans les origines du vivant et les nouvelles technologies, spécialiste en systémique et en prospective. Il est aujourd'hui président exécutif de Biotics International et conseiller de la présidente de la Cité des sciences et de l'industrie de la Villette, Madame Claudie Aigneret. Il est également celui qui a introduit le surf en France. Nous allons vous promettre une émission de 52 minutes très dense, très riche. Je suis ravie, mais alors ravie d'avoir sur le plateau de VIP, Monsieur Joël de René. Joël de René, bonjour. Je suis ravie de vous avoir parce qu'il faut déjà vous attraper, cher monsieur. Hein ? Vous courez plus vite que la lumière, c'est le côté scientifique, ça. Vous avez un truc qui fait que vous entretenez une vitalité incroyable. Mais je m'organise, je gère mon temps au mieux parce que je pense que bien gérer son temps, c'est donner aux autres. C'est exactement ça, voilà. Vous gérez votre temps et vous nous donnez une heure où là vous êtes très posé, très tranquille avec nous pour l'émission. C'est vrai que vous vous intéressez à énormément de choses. Vous êtes un côté touche à tout. Je vous imagine, et après on va rentrer dans le détail de ce que vous faites, mais je vous imagine en train de faire des choix constamment pour savoir ce que vous allez approfondir et ce que vous n'allez pas approfondir, parce qu'une journée fait 24 heures pour vous comme pour tout le monde. Comment vous choisissez vos centres d'intérêt? Comment vous décidez de bosser sur telle chose et pas sur telle autre? Eh bien, je ne suis pas du tout un touche-à-tout. Ah oui. Et j'ai une continuité depuis l'origine de mes travaux scientifiques et de mes écrits. Il y a une vraie cohérence. Totalement. Je suis d'accord. Totalement, j'ai aucun problème de choix. On a l'impression que tout vous intéresse. Je vais vous expliquer, j'ai aucun problème de choix. D'abord, ma formation, dès le début, et mes études universitaires m'ont conduit à une vision systémique des choses. J'ai écrit en 1975 un livre qui s'appelait Le Macroscope sur l'approche systémique, c'est-à-dire pas disciplinaire où je vais choisir quoi, ceci ou cela. Donc j'ai toujours eu cette vision d'essayer de rendre cohérent et d'intégrer les différentes disciplines, les différentes actions dans le monde, premièrement. Deuxièmement, ma formation, c'est d'être chimiste. Je m'intéresse aux molécules, et d'ailleurs, j'ai un bouquin qui commence comme ça, « J'aime les molécules », un de mes livres. En fait, il dit « J'ai toujours aimé les molécules ». De la chimie, je suis passé à la biologie. De la biologie, j'ai été au MIT, où j'ai fait de l'informatique. Qui est l'une des grandes universités du voilà, mondial. Le Massachusetts le MIT, Institute of Technology, pour le nommer, et les nanotechnologies. Donc, j'ai toujours parlé de mes disciplines. J'ai toujours parlé de chimie, de biologie, d'approche systémique, de nanotechnologie et du numérique maintenant. Donc, j'ai aucun problème de choix, et je ne suis absolument pas un touche-à-tout. Je suis au contraire une espèce d'obstiné opiniâtre qui va toujours dans la même direction. Moi, j'ai toujours l'impression que vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Que je sois au courant de beaucoup de choses, ça c'est différent. Je dois me mettre au courant de beaucoup de choses, à la fois pour Biotics, qui est ma société de conseil, à la fois pour la Cité des sciences, il faut constamment enrichir nos publics de nouveautés, et même les gens qui travaillent à la Cité. Donc je suis extrêmement informé et j'essaye de bien gérer mon temps. Qu'est-ce qui fait que le jeune Joël de René a commencé à s'intéresser à ces disciplines-là? Et votre papa était peintre, donc ça aurait pu aller vers l'art. Je ne sais pas ce que faisait votre maman par contre. Ma mère est très philosophe et très cartésienne, très rationnelle. Elle est russe. Oui. Et donc, elle avait. Le papa est mauricien, et vous êtes mauricien aussi. Donc, entre un père artiste et une mère très cartésienne qui a adoré la science et qui m'a poussé très jeune à lire des livres de philosophes. Très jeune. Ah oui, vraiment, à 14, 15, 16 ans. Assez jeune, quoi, une époque où on se posait des tas de questions dans sa vie. J'ai lu quand même Teilhard de Chardin en 57, 58, jusqu'à le moment où ce bouquin a été publié. J'ai lu aussi beaucoup Alexis Carrel, Le Comte du Nouille, Albert Camus, et beaucoup de philosophes. J'ai lu les bouquins d'Einstein, j'ai lu les bouquins de Louis de Broglie. Bon, c'est pour vous dire, ça c'est mon côté maternel. Et mon côté paternel, c'était la création. Et c'était le fait que quand on avait créé quelque chose, il fallait penser à ce qui allait venir derrière. Et ça, c'est le scientifique. Donc j'ai vu une jeunesse assez équilibrée et la chance d'avoir, quand j'entrais à la maison, un père qui me disait toujours ce qu'il faisait. Il était là, puisqu'il était dans son atelier. Il me disait, tu vois, je fais ça parce que Bruegel faisait comme ça, parce que Carpaccio comme ça, Van Gogh et Cézanne, mais moi, je fais ça. Et ça m'a toujours passionné de voir quelqu'un qui créait en permanence. Il n'était jamais content de son dernier tableau. Moi, ce que je trouve fascinant dans ce que vous faites, vous nous avez dit dès le départ, j'ai fait se croiser des disciplines, et finalement, la créativité du papa, dont il y a besoin en peinture, vous la retrouvez là, vous. C'est dans l'intelligence, dans la manière de se faire croiser les disciplines. C'est ce dont on avait discuté ici même avec Cédric Villani, médaille Fields de mathématiques, qui nous a dit, j'ai eu la médaille Fields de mathématiques parce que j'ai fait croiser des disciplines que personne ne voulait croiser. Alors ça, c'est la base de mon travail et de ma réflexion. Mes livres portent toujours sur les croisements de disciplines. Et en fait, mon métier est au croisement de 3 univers. L'univers de l'université, l'univers et donc de la recherche, l'univers de l'entreprise et l'univers de la communication. Et c'est pour ça que je me sens tellement bien à Universcience maintenant. C'est le mariage de la Cité des sciences et du Palais de la Découverte, parce que c'est le cœur
de l'université et de la recherche, puisqu'on a aussi des laboratoires, des gens qui viennent travailler chez nous, des stagiaires. C'est aussi la relation avec l'industrie, puisqu'on a une fondation Universcience qui a les plus grands du CAC 40, et aussi parce que c'est de la com constantée. Je passe mon temps. Si vous allez sur universcience.tv, qui est notre petite chaîne de télévision, vous allez voir une émission que j'ai créée qui s'appelle « Au secours, je ne comprends rien ». Voilà. Et il y a une dizaine de petites séquences de 6 minutes du genre pourquoi les pommes de terre se ramollissent quand on les chauffe et les œufs durcissent. Ce qui explique beaucoup de chimie, by the way. Pardon. Forcément. En fait. Vous parlez très très bien anglais. C'est aussi une de vos grandes qualités, ça, pour qui a eu le loisir de vous lire. Vous avez écrit énormément de livres. Moi, j'ai notamment lu un livre qui s'appelle 2020, qui est en ligne sur votre site. Gratuitement. Et j'avais vraiment, très honnêtement, appréhendé. Je me dis, ça va jamais, je vais jamais être au niveau, je vais pas comprendre, etc. Il y a quand même alors je sais pas si c'est un don ou si ça se travaille d'ailleurs, de pédagogie pour faire passer la complexité au grand public. Oui, vous avez raison. Moi, je suis prof. J'ai une vocation de prof depuis petit. J'ai toujours voulu enseigner. Oui, mais attendez, Joël de René, il y a des bons profs et puis il y a des mauvais profs. Peut-être. Voilà. Il y a peut-être des dons, il y a peut-être des trucs qu'on sait mieux faire que d'autres. Moi, j'ai une espèce de don d'intuition, je ne sais pas d'où j'ai hérité ça, peut-être de mon père artiste, où je sens des choses, je les décris dans leur rassemblement, dans leur convergence, et ça arrive. Maintenant, à l'âge que j'ai, le fait que j'ai dit ça va arriver et c'est arrivé, on commence à me faire assez confiance. Oui. Donc, je suis prof. J'aime enseigner. Quand je fais des grandes conférences devant 1000 personnes, j'aime bien les questions, j'aime bien la salle. Donc tout ça, c'est une question aussi de plaisir personnel de le faire. Et bon, on dit que je suis vulgarisateur. J'accepte totalement le terme. Je suis un vulgarisateur. Mais j'aime pas, plutôt que vulgariser, qui donne l'impression que du haut du professorat que je suis, on parle à des petits gens qui ne comprennent rien. Pas du tout. Moi, je m'élève vers vous, enfin vers ceux qui ne sont pas scientifiques. Je m'élève vers eux parce qu'ils en savent plus que moi, avec leur intuition, leur instinct, sur beaucoup de choses. Donc, pour moi, la vulgarisation, c'est de la popularisation de la science, c'est de se mettre à la portée des gens qui ont envie de comprendre. Vous dites vulgarisateur, moi je dirais éveilleur scientifique. Alors si vous voulez, merci. J'aime bien ce thème-là d'éveilleur scientifique, parce que vous arrivez à nous intéresser à des sujets qui nous échappent. Je vais prendre juste un exemple. Quand je préparais cette émission, je regardais, alors je ne sais pas si les téléspectateurs connaissent les conférences TEDx. Oui. Les conférences TED aux États-Unis, c'est très connu. Ce sont des gens de renom qui viennent devant un public choisi, qui est déjà un public entre guillemets de qualité, qui a payé sa place et qui en plus sont des gens déjà bien au top chacun dans leur catégorie et qui viennent exposer quelque part l'avenir, que ce soit en design, en sciences, en mathématiques, et de manière très courte. C'est quoi, 18 minutes, 15 minutes 18 minutes sans notes. Et sans notes, avec micro-casque, c'est un exercice, quoi. Et vous, la dernière fois, alors, tout le monde en ce moment se gargarise du web 2.0. Et vous nous faites quoi, le web 5.0? Alors, dès le titre, moi, je suis décoiffée. On en est déjà au 5.0? Attendez. Alors, le 2.0, le 1.0, c'est le web pyramidal qui envoie et les gens reçoivent sans rien faire. Le web 2.0, c'est la participation des usagers qu'on appelle en anglais « user-generated content ». Les blogs, les journaux citoyens. Ce qui marche actuellement, quoi. Voilà, la vidéo. Le web 2.0. Le web 3.0, c'est ce qu'on appelle le web intuitif, c'est-à-dire les nouveaux systèmes de recherche et de moteurs de recherche qui permettent non seulement de donner une liste de ce qu'on a trouvé, mais de faire des relations entre les sujets pour vous proposer quelque chose de plus profond, un peu comme fonctionne le cerveau. Le Web 4.0, on a créé ensemble ça, mais moi j'ai inventé le terme, parce que c'est l'environnement cliquable. L'environnement cliquable, c'est maintenant, ça s'appelle la réalité augmentée. Ça veut dire qu'avec les smartphones qui sont repérés par GPS, qui ont une caméra qui sait ce qu'il regarde parce qu'il y a une boussole dedans, on peut étendre sa vision de l'environnement et on augmente sa vision parce que le monument que vous pointez avec votre smartphone va vous dire « bon, je suis ça, j'ai été créé à telle époque par tel architecte ». Et le Web 5.0, alors pour moi ça va beaucoup plus loin, on commence à y rentrer, c'est l'interaction directe du corps vers l'Internet que j'appelle symbiotique. Il est symbiotique parce qu'il sera en symbiose avec notre corps. Déjà, il connaît, dans l'environnement, il peut y avoir des capteurs, des sens, nos sens, qui voient les gestes que je fais. Il y a déjà des jeux vidéo qui marchent comme ça, là oui. Il va reconnaître les yeux, on l'a vu dans les films Minority Report et d'autres films. Il connaît la voix, il y a des agents intelligents, Siri, je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel qui est sur l'iPhone 4. On peut parler, on dit j'ai un rendez-vous avec KTO à telle date, malheureusement je suis obligé de le déplacer, pouvez-vous le mettre à telle date? Elle vous répond non, vous ne pouvez pas à telle date parce que vous avez déjà rendez-vous avec Monsieur X. D'accord. Donc on parle comme ça. Donc déjà l'environnement devient interactif et proactif. C'est ça le Web 5.0. Mais souvent, vous, les futurologues, je crois qu'on peut employer le terme, les futurologues, des fois, on doit vous prendre un peu, je ne sais pas, quand vous avez parlé d'Internet, il y a combien de temps? C'était en quelle année que vous avez, commencé à parler d'Internet?
Voilà, l'année de ma date de naissance. Il y a 37 ans, vous avez parlé d'Internet. Oui, bien On sûr, a dû se dire... parce que j'ai testé. Mais il est bien gentil, ce oui, garçon. Il est fou, mais enfin, bon, j'ai voilà. vécu tout ça. J'ai vécu tout ça. Internet, j'étais au MIT, donc on a fait les premières liaisons entre le MIT et l'Angleterre. Quand je suis revenu en France en 1975 et à l'Institut Pasteur, il y avait Bionet. Bionet, c'était déjà une forme d'Internet. Et là où ça a explosé, c'est en 89-90, où j'ai commencé à en parler à tout le monde. Le web existait à peine. Il a existé en 92, le web. Voilà, donc je suis un des pionniers d'Internet. Donc quand il est arrivé, c'était déjà dépassé pour vous quelque part. Non, pas dépassé. C'est toujours en avance, c'est comme une vague. Moi, je suis un surfeur, donc finalement, je surfe la vague. Eh bien, allons-y, puisque vous êtes un surfeur. Parce que je l'ai dit en intro pour titiller un petit peu les gens. Mais c'est vrai que vous êtes celui qui a introduit le surf en France. Il y avait Peter Wirtel et moi, qui était un jeune étudiant, donc j'avais le temps, et deux locaux qui étaient là. On était 4 en fait à avoir introduit le surf en France, mais c'est Wirtel qui a amené la première planche, un romancier et cinéaste américain. Donc voilà, je suis un de ceux qui a introduit le surf en France. C'était pas un pari gagné non plus, le surf. Enfin, faut se remettre à l'époque. Mais oui, tout le monde a pris pour des fous. Vous avez une espèce de bout de bois et vous le mettez sur l'eau et on va se mettre debout sur une planche. Mais... Folie. Ben voilà, mais moi j'adore les trucs comme ça. J'ai l'intuition, vous savez, j'ai une espèce d'intuition que ça va marcher. Et maintenant, depuis le temps que je dis des trucs qui marchent, je me suis planté 2 ou 3 fois, mais des trucs, enfin plus. Sur quoi vous vous êtes planté? Par exemple, j'avais annoncé les machines à synthétiser les gènes en 1975. J'étais à Pasteur et j'ai dit, un jour, les gènes humains vont être fabriqués par des machines automatiques. Et on m'a dit, ce sera pour quand après vous? On était en 75, j'ai dit pour 2005-2010. Ça s'est fait en 95. Donc j'étais... Grosse plantade. Je me suis trompé. Mais vous êtes trompé, bah oui, complètement. Mais les machines à synthétiser les gènes, ça existe. Elles ont été faites plus tôt, quoi. Et Craig Venter, quand il a annoncé le 26 mai 2005, 2 semaines après la sortie de mon livre, « Et l'homme créa la vie », qui, je suppose que pour certains de vos téléspectateurs, pose un certain nombre de problèmes. Quand il a lancé ça, il était le premier à synthétiser à la machine un gène de plusieurs millions de bases, c'est-à-dire de lettres du code génétique. Donc voilà, j'ai eu d'autres. C'est pas un vrai plantage, ça. Comment? C'est pas un vrai plantage, ça. Parce que ça s'est fait quand même. Il y a un petit problème de date, mais ça s'est fait. Il y a des trucs que j'ai pas trop bien prévus. J'ai pas senti venir les réseaux sociaux. Ah oui, d'accord. J'ai pas senti venir les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis pas sur Facebook et je ne veux pas. Pourquoi? Non, je veux pas, parce qu'il y a trop de vie privée mélangée. J'utilise beaucoup Twitter, énormément professionnellement, parce que je suis abonné à des tas de sites professionnels. Mais Facebook, j'ai pas envie, ça m'apporte rien. J'ai 3 blogs, dont des livres gratuits. J'ai mon site deroné.com, on peut aller voir, sur lequel il renvoie vers plein d'autres choses. Il y a des tonnes de choses sur ce site. Voilà. Ah oui, et en plus, il est chronologique. Ouais. C'est-à-dire que si on va tout en bas, on arrive en 92, au début du web. Bon, voilà, donc pour moi, j'ai pas besoin de Facebook. Mais pour vous dire qu'il y a des trucs où je me suis gouré. Mais je suis un prospectiviste, un futurologue, un futuriste, comme disent les Américains, et je le revendique, puisque ça me permet de gagner ma vie. Revenons au surf, parce que je vous ai coupé sur le surf. C'est important, non parce que... Enfin, c'est important parce que d'abord, il y a toute une communauté surf qui est née aussi en France, surf, planche à voile aussi. Et c'est important aussi parce que c'est une aventure que vous avez partagée avec votre petit frère. Donc j'aimerais qu'on évoque, si vous êtes d'accord, Arnaud de Ronay, qui était un photographe de talent, qui a eu une vie certes courte, mais alors très dense. Est-ce qu'on peut parler un petit peu d'Arnaud? Un personnage absolument extraordinaire. On était vraiment tellement copains, tellement intimes, on a partagé tellement de choses. Combien d'années de différence? 9 ans. 9 ans. Ah oui, c'est pas gagné, 9 ans de différence. 9 ans. Et donc, il était le pionnier, le photographe, l'explorateur, l'inventeur, le playboy, le séducteur, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et moi, j'étais le sage derrière, à qui venait demander conseil et qui, en même temps, participait à ces expériences. On a testé le premier... pas le windsurf, mais ce qu'on appelle... Le kitesurf. Non, avant le kitesurf, il a inventé le speed sail. Le speed sail, c'est une immense un roller, un énorme roller de 1,50 m de long, avec vous savez, les trucs qui permettent de faire comme ça, comme les skateboards. Oui, voilà, mais avec dessus un gréement de windsurf. D'accord. Et on l'a testé ensemble à la Grande Plage, sur la digue de la Grande Plage, devant des gens complètement affolés. Donc, pour montrer qu'à la voile... La Grande Plage de... La Grande Plage de Biarritz. On va quand même citer votre bien sûr, la coin, Grande Plage évidemment. de Biarritz, sur la digue. Les gens connaissent très bien la promenade de la Grande Plage de Biarritz. Et je l'ai aidé à tester ça. Et puis, on a testé ces fameux skateboards de 2 mètres de long, de la Rune,
dans la descente de Saint-Ignace. Pour ceux qui connaissent la descente de Saint-Ignace, c'est épouvantable, c'est des lacets comme ça. Ouais. On était une vingtaine avec des walkie-talkies à l'avant et à l'arrière pour se protéger des voitures. Bon, je veux dire, j'ai fait des trucs complètement fous avec mon frère. Mais on avait cette passion de l'exploration. Bah lui, il a fait des traversées aussi. Il a monté les détroits de Bering. Des expéditions. Enfin, il y a eu un changement dans sa vie quand il en a eu un petit peu marre de tout ce côté showbiz, photographe très couru. Il s'est dit, c'est l'aventure. Maintenant, je pars à l'aventure. Voilà. Et voilà. Et il vendait ses reportages. Il gagnait sa vie comme ça. Il vendait des reportages à Paris Match. Il avait fait un reportage sur les pharaons, sur les maharajas avec des bijoux extraordinaires. Il s'est fait descendre dans une piscine de requins au bout d'un fil. Il est descendu dans un volcan. Enfin, il gagnait sa vie par des exploits qui aujourd'hui sont ceux de Nicolas Hulot, etc. Mais il était avant tout ça, genre entre Cousteau et Nicolas Hulot. Ça, c'était Arnaud Dronet. Et donc, il a traversé aussi, alors dites-moi les mers et les océans qu'il a traversés. Il a eu le record de la vitesse de la traversée de la Manche en planche à voile. Il a fait Floride, Cuba. Ça n'était pas facile parce qu'il y a des courants terribles. À quel moment il s'est échoué sur une île déserte là, Alors, il a voulu faire la fameuse traversée de l'île d'Hawaï jusqu'à Tahiti. Et il s'est mis sur une île et il est resté un temps fou avant qu'on arrive à le trouver. Mais 11 jours, je crois, avant qu'on arrive à le retrouver. Alors, il a fait une trouver. traversée de 11 jours. Et là, il avait transformé une planche de windsurf en planche habitable. C'est-à-dire qu'il avait une sorte de dinghy qui était collé dessus, ce qui fait que le soir, il dormait, il s'enfermait dedans et il mettait son mât comme un balancier avec des flotteurs et il se faisait tirer par un cerf-volant. Donc il est l'inventeur du kitesurf. Mais ça, c'est l'aventure, la vraie, avec un A majuscule. Un vrai aventurier. Un vrai aventurier qui lui a coûté la vie. Qui lui a coûté la vie. J'ai fait un site en mémoire d'Arnaud, qu'on peut voir. Si on va sur mon site deronet.com, on clique sur Évasion, Arnaud Dronet, et à toute sa vie, en photo. Qu'est-ce qui vous a appris ce jeune frère parti trop tôt? Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris des éléments de communication. Dans la photographie, il m'a appris d'abord à moi à savoir bien faire des photos. Il m'a dit, ne te fais jamais photographier au grand angle, parce que tu vas avoir un nez comme ça et des mains énormes. Fais-toi toujours photographier avec un petit téléobjectif comme les mannequins, etc. Donc il m'a appris plein de choses. Des choses un petit peu techniques, ouais. Des choses un peu techniques. Et puis il m'a appris le jeu. Il était un grand joueur. Et il a inventé Petropolis, une espèce de Monopoly du pétrole. Il s'est déguisé d'ailleurs en chèque pour aller le vendre à une foire exposition. Enfin, c'est incroyable. Avec une voiture qu'il avait louée avec un drapeau d'Arabie Saoudite. Donc incroyable, il était un imitateur. Il vous a pris la légèreté, quoi. Mais incroyable, on a fait des trucs. Il traversait les Champs-Élysées avec une voiture, il avait une Rolls. Il faut quand même le faire. Une sacrée Rolls. Oui, Tatiana de Renay, votre fille, en parle. Et il avait des haut-parleurs. Et il parlait dans ces haut-parleurs à la rue. Il allait chercher d'ailleurs ses nièces, vos deux filles, à la sortie de l'école, avec sa Rolls. En disant, les demoiselles de Renay sont attendues. Forcément, voilà. À l'époque, les enfants, quoi, les petites filles étaient un petit peu sidérées en disant, bon, c'est tonton, on y va. C'était un incroyable type. Il n'avait pas été invité au mariage d'une de ses anciennes copines. Il était vexé. L'église Saint-Honoré-des-Laux, je ne sais pas si vous voyez où elle est, dans le 16e arrondissement, il y a une place. C'était qui, Marisa Berenson? Alors, je ne vous dirai pas. Et alors, il n'était pas très content. Donc, il a été acheter 250 souris blanches qu'il a lâchées dans l'église. Toutes les femmes étaient sur les prie-dieu debout. Comme ça, et il a mis du Tipol, qui est une espèce de détergent, dans la fontaine de la place Victor Hugo. Ce qui fait que les voitures, il y avait 1,50 m de mousse, et les voitures étaient avec des essuie-glaces. Ça, c'est Arnaud. Effectivement, sacré personnage. Mais justement, qu'est-ce que vous avez compris de la mort le jour où il est parti? Enfin, quel rapport vous avez, vous, à la mort? Pour moi, la mort, c'est une traversée. Je traverse un truc. C'est une traversée de plus pour Arnaud? C'est une traversée de plus pour Arnaud, ce serait une traversée pour moi. Donc, moi, la mort, pour moi, la mort, c'est pas un truc qu'on finit en descendant un escalier dans un trou. C'est au contraire un escalier qu'on monte. Et chaque marche que l'on monte est plus importante que celle qui était précédemment, puisqu'ils sont investis du temps qu'on a passé et de la valeur qu'on accorde au temps qui passe. Donc, plus le temps se rétrécit, puisqu'on sait qu'on doit mourir d'une manière ou d'une autre. Moi, je veux vivre jusqu'à 120 ans, donc j'ai pas trop de problèmes pour le moment. Mais je fais tout ce qu'il faut. Enfin, j'essaie de faire ce qu'il faut pour ça. Même si j'y arrive pas, ce sera le pari de Pascal. Je vous l'expliquerai après. Mais donc, il y a des gens qui voient la fin de la vie comme un escalier qu'on descend jusqu'à la tombe. Moi, je vois la vie comme un escalier qu'on monte. Mais il va où cet escalier? Mais il va ailleurs, je ne sais pas où, mais je m'en fiche complètement. Puisque le monter, ça me passionne, et chaque marche est plus importante que la précédente, parce qu'elle est plus chargée de vécu, de relations aux autres, de liens sociaux, de liens humains, de réflexions spirituelles. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est une spiritualité laïque. À la Luc Ferry, par exemple. Oui, ou au Comte Sponville. Ou à la Comte Sponville, oui, bien sûr. Deux personnages que nous avons eu la joie de recevoir ici. On a trop souvent transformé en synonyme spiritualité et religion.
peut parfaitement avoir une très forte spiritualité, ce qui est mon cas, sans avoir une vision religieuse associée à la spiritualité. Sans Dieu, oui. Mais pour revenir au pari de Pascal, vous vous rappelez, je ne vais pas vous redire ce que disait Pascal, il disait « je parie que Dieu existe, de deux choses l'une ». S'il n'existe pas, j'ai quand même à accorder ma vie à ses valeurs et donc j'ai une vie heureuse, j'ai une vie bonne, comme dirait Luc Ferry. Et s'il existe, c'est du win-win. Bon, il ne connaissait pas le mot, donc il ne pouvait pas le dire. Mais s'il existe du gagnant-gagnant, je vais au paradis direct. Moi, je dis, je vais vivre 120 ans, peut-être même 130. Parce que les progrès de la biologie dans les 20 ans qui continuent, si je continue comme je suis aujourd'hui, avec ce que je fais pour être en bonne forme, les progrès de la biologie vont être tels. Si je continue comme ça, je peux vivre 120 ans. Donc, je me lève tous les matins avec des projets pour les 30 ou 40 prochaines années. Mais ce n'est pas de la blague, c'est vrai ce que je vous dis. Et je me dis de deux choses une, ou je meurs dans un accident de voiture demain matin, mais je suis mort avec mes projets, ou bien je vis et je vais les faire. C'est mon histoire de l'escalier. On va reprendre les choses dans l'ordre parce que vous savez qu'on a des téléspectateurs, mais on a aussi des gens qui nous écoutent via la radio et qui ne vous voient peut-être pas physiquement et qui ne vous visualisent peut-être pas physiquement. Parce qu'il faut vous dire que j'ai en face de moi un monsieur qui a un certain âge, mais qui a plus d'énergie que vous et moi réunis. Qui fait, c'est vrai, vous faites très jeune, quoi. C'est impressionnant. Comment vous faites? On peut vivre jusqu'à 120 ans. Très bien. Comment vous faites? Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a quelque chose qui nous a renforcés sur le plan scientifique qui s'appelle l'épigénétique. J'explique. La génétique, ce sont les gènes qu'on a hérités de ses parents, de ses grands-parents, et les gens se disent « je suis déterminé, je risque d'avoir telle maladie ou telle autre maladie, etc. » L'épigénétique, c'est ce qui vient après la génétique. C'est-à-dire, l'épigénétique, c'est la modulation de l'expression des gènes en plus fort, en moins fort ou en pas du tout, selon votre comportement. C'est une des plus grandes découvertes de ces 10 dernières années. L'épigénétique par rapport à la génétique, c'est la chose suivante. Je dis aux étudiants, la génétique, c'est comme les notes de musique sur une portée. Et l'épigénétique, c'est la symphonie qu'on va pouvoir jouer avec ces notes. Allegro ma non troppo. C'est-à-dire, c'est une autre qualité de vie. Alors, ça dépend de 5 choses dans notre comportement quotidien. La nutrition, l'exercice physique, le management du stress, le plaisir dans ce qu'on fait, partout, et le réseau familial, humain, social autour de soi. Ces 5 éléments sont en synergie tous les jours, toutes les heures de la vie pour sécréter dans votre corps un certain nombre de substances qu'on connaît très bien maintenant, des sirtuines, des vasopressines, des endorphines, je ne vais pas passer sur les détails scientifiques, qui vont moduler l'expression des gènes, c'est-à-dire ouvrir des petites portes sur les gènes de manière à copier les bons gènes et à laisser les portes fermées pour les mauvais. Reprenons les 5 points. Nutrition, c'est-à-dire vous faites quoi de particulier? Nutrition, je mange peu. D'abord, pas trop. Je mange surtout des fruits, des légumes, du poisson, des volailles et pas de la viande rouge. Je ne mange jamais de graisse saturée. Ma femme Stella, c'est elle qui m'a amené. Une spécialiste de la diététique. C'est elle qui m'a amené à ça. On a écrit la malbouffe, quand même. Le mot est resté dans l'histoire. La malbouffe en 79, c'est nous qui l'avons écrit. 500 000 exemplaires vendus. Donc ça montrait que les gens attendaient ça. Donc c'est elle qui m'a amené à tout ça. Donc manger peu, de manière frugale. C'est fou, vous qui êtes souvent invité dans des superbes, somptueux dîners, déjeuners. Je sors d'un déjeuner où on a mangé super bien, mais je choisis quand même dans les restaurants ce que je peux faire. Mais on fait la fête très souvent. Je fais la fête très souvent. Quelle volonté! Mais la base, c'est comme je vous dis, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, des petits repas, pas trop de petits repas. Prenez des notes, hein. Un très bon petit déjeuner, un déjeuner pas trop copieux. Et puis quasiment rien au dîner. Pas grand-chose au dîner, mais voilà, volaille, poisson, légumes, fruits. Et peu. Le sport, on se doute bien qu'il y a du surf, pas mal. Alors le sport, j'en fais tous les jours. Voilà. Même quand vous êtes à Paris. Ah oui, non, mais pas du surf, bien sûr, autre chose. Tous les jours. J'ai 2 sports de base, si ça vous intéresse. Ah, ça m'intéresse. Je vous le dis. Bon, le surf. J'ai 2 sports de base. Le surf, je suis malade du surf. Le ski, je suis malade du ski. Donc dès que je peux, j'ai des occasions de week-end ou de vacances, surf et ski. Ça, c'est sacré. Je prends le temps qu'il faut pour le faire. Et tous les jours de la vie à Paris, soit je cours, mais je préfère faire 2 choses qui sont dans mon petit bureau. C'est un rameur, machine à ramer, et un vélo. Voilà. Et je fais mon vélo en écoutant mes livres. Ah oui, alors on va y arriver, c'est bien parce que vous faites toutes les transitions. Monsieur de René, à qui on demande d'apporter un livre, dit bah non, il est dans mon iPhone, je peux pas parce que j'écoute mes livres. Alors racontez-nous un petit peu. Je fais les deux. Heureusement, je lis beaucoup de livres papier, mais je me sers beaucoup évidemment de ces outils diaboliques. Non pas pour recevoir mes mails, je déteste ça. J'aime aller devant mon ordinateur, prendre des rendez-vous, je les prends sur un carnet Hermès avec un crayon et un papier. Vous êtes très name dropping, hein. Hermès, iPhone, non, c'est pas grave. Désolé pour la pub. Enfin, je prends un carnet papier avec un crayon et une gomme. Ce truc-là, je le prends pour aller sur Internet, chercher des choses, mettre les photos de mes enfants et surtout pour écouter des livres.
Alors, comment j'écoute des livres? Je vais sur un site américain, parce que I'm fluent in English, my wife is English. Donc, je vais sur ce site américain. Il y a 750 000 livres différents, espionnage, romans, how-to books, économie, etc. Je télécharge sur mon ordinateur, je les mets sur mon iPhone, je mets dans ma voiture une cassette fixe. C'est des cassettes qui ne sont pas des cassettes où il y a quelque chose dessus. Simplement de connecter la cassette à l'iPhone et j'écoute dans la stéréo de ma voiture quand je suis en voiture. Quand je suis dans un aéroport, j'écoute un livre. Quand je fais mon vélo pour faire ma gym, j'écoute des livres. Quand je suis dans une salle d'attente, j'écoute des livres. Mais il n'y a pas une minute de perdu et en même temps, votre troisième point, c'était le stress. La gestion du stress, très exactement. Alors, la gestion du stress, c'est la respiration, un peu de yoga. C'est la capacité à faire de la méditation. Ça, j'en fais depuis l'âge de 25-30 ans aux États-Unis. La méditation, ce n'est pas aussi compliqué ce que les gens disent. Méditation transcendantale, comment je vais faire? C'est très simple, c'est 10-20 minutes par jour de penser à son mantra, de voir l'univers très loin devant vous, proche de votre nez, mettre les doigts comme ça. Il y a une raison, je peux vous expliquer pourquoi. Et donc, respirer avec le ventre, avec les poumons. Les yogis savent faire ça depuis très longtemps. Et donc, se décontracter, se mettre en onde alpha. C'est-à-dire que les ondes, mon cerveau est en onde delta ou bêta en ce moment. Et je suis si vous voulez, intéressé par vos questions. Donc, focalisé sur vous, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Et tandis que les ondes alpha, c'est des ondes du calme. Et moi, je sais, maintenant par la pratique, quand est-ce que mon cerveau se met en onde alpha. Je vois dans le noir de mes yeux. Je vois dans le noir de mes yeux une espèce de forme claire qui, ça ne prend pas tout de suite, ça arrive au bout de 5-10 minutes si je suis un peu stressé. Et après, je passe les 10 autres minutes complètement dans ce truc, je vois cette onde pulser. Je ne sais pas pourquoi, quelquefois, c'est de l'extérieur vers l'intérieur ou de l'intérieur vers l'extérieur. Mais c'est exactement cette forme blanche que les gens qui ont eu l'expérience de la mort, qu'on appelle le Near Death Experiment, disent il y a Jésus qui m'attend au fond d'un il dit souvent une lumière au bout du tunnel. Oui, mais il y a beaucoup qui sont très religieux disent il y a une lumière blanche au bout du tunnel, il y a Dieu ou Jésus qui m'attend. C'est ça, c'est une pratique que vous ne reliez pas à une religion en fait. Non, c'est une pratique. Pas du tout, bien sûr. Et donc moi je sais quand je suis en onde alpha, et là c'est comme si j'avais pris 4 heures de sommeil. D'ailleurs quand je sors de ça, je ne peux pas sortir dissymétriquement, il faut que je sorte comme ça avec les mains symétriques, je me mets sur le côté du lit, je marche, et les enfants quand ils me voient ou ma femme se tordent de rire, se disent il fait sa re-entry. Je marche comme ça. Mais ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Donc, on peut lutter contre le stress. Quand je vais à un rendez-vous en voiture dans un parking, j'arrête ma voiture, je reste 3 minutes dans la voiture à fermer les yeux et respirer. Ensuite, je monte, je vais dans le truc et en redescendant, pareil. Quelquefois, dans mon bureau, entre 2 rendez-vous, je ferme les yeux. Ma secrétaire savent, elles savent très bien que si elles rentrent, je ne suis pas fou. Mais je fais ça, juste ça. Et alors, le 5e, on a dit que c'était la famille. Comment? Le 5e, c'était la famille. Les relations c'est les relations, le lien social. Et ça va des réseaux sociaux, sauf Facebook pour moi en tout cas, mais c'est la continuité d'être proches les uns des autres, de s'aimer, de se respecter. Le stress familial vient de cette espèce de permanence, de critique, de comparaison des uns par rapport aux autres. Et je crois que ce réseau social contribue énormément à l'expression des bons gènes, des gènes du calme, etc. Et le plaisir. Vous ne l'oubliez pas quand même. Le plaisir. Ah oui, voilà, le plaisir, c'était le 4e. C'est ça, je vous disais, j'en ai loupé un. Le plaisir de ce qu'on fait. De tout. Aimer ce que l'on fait. Aimer son et faire métier, ce que l'on aimer aime. les gens. Avoir du plaisir à être avec vous, là, maintenant. Vous regardez me poser des questions. Le plaisir de penser qu'il y a des gens qui vont peut-être noter des choses que je leur dis et que le prof que je suis va peut-être les aider. Mais vous vous faites plaisir quoi que vous fassiez ou vous vous arrangez pour faire des choses qui vous font plaisir? Alors, les deux. J'essaie de joindre l'utile à l'agréable, bien entendu. Bien entendu, si je fais un voyage, et Stella vient avec moi, on est ensemble, on va profiter du tourisme de la ville. Mais je fais plaisir dans tout ce que je fais, j'ai une chance incroyable. Je paierai pour faire les métiers que je fais, on paye en plus. Vous vous rendez compte? Donc, j'ai un plaisir fou, mais je l'ai créé, ça. Vous l'avez voulu. J'ai voulu cette vie, je l'ai créée. J'utilise des outils modernes maintenant, j'ai des secrétariats aussi extrêmement entraînés, très efficaces, qui font que je gère mon temps, enfin, je pense gérer mon temps d'une manière qui me donne énormément de plaisir et qui peut en donner aux autres. Première petite surprise de cette émission, justement, vous allez voir que ça va être en rebond avec ce que vous êtes en train de nous dire, Joël de Renet. Nous avons un prêtre qui est également moine de la communauté Saint-Jean qui intervient dans cette émission et à chaque fois on lui dit voilà, on va recevoir Monsieur Joël de Renet, préparez-lui une question plus ou moins en lien avec la foi et cette question on l'appelle la question tombée du ciel. C'est souvent des questions très précises et ma foi vous vous débrouillerez comme vous pourrez pour y répondre, Joël de Renet. Donc c'est parti. Bonjour Joël.
vous aimez comprendre l'évolution de notre monde et vous imaginez ce que pourrait être notre société de demain. Face à l'immense complexité de l'évolution sans précédent de notre société, vous avez un jour confié que nous avons besoin de sagesse. Alors, dans cette lumière de recherche de sagesse, on peut s'interroger sur le sens de cette évolution du monde. Qu'est-ce que l'homme recherche-t-il finalement ? Quel est le sens de sa vie, de son bonheur, de sa destinée, son appel à aimer et à être aimé, et aussi son ouverture à la croyance en Dieu. Pensez-vous que toutes ces questions sont secondaires ou au contraire d'une actualité nouvelle et déterminante pour l'évolution du monde ? Merci. Alors, plusieurs questions en une, Joël de Renet, mais grosso modo... Je retiens deux mots d'abord. Je retiens la sagesse et le sens. Et le sens de la vie. Voilà. Moi, j'ai écrit plusieurs fois que plus qu'un surplus d'informations, ce que j'appelle aussi l'infopollution, qui est le monde d'aujourd'hui, trop de mails, trop de médias, trop de chaînes de télé, trop de Facebook, trop de tout. Il faut remplacer le surplus d'informations par un surcroît de sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est le recul. Pas le recul en arrière, c'est la prise de recul, la contextualisation des choses. Et on devrait enseigner beaucoup à nos chères têtes blondes, NetGen, des générations Y, appelez-les comme vous voulez, d'avoir ce recul pour pouvoir non pas accumuler constamment des informations, un flux d'informations, mais savoir les trier, rendre pertinentes les informations avec un peu de sagesse. Et ceci nous conduit au sens. Mon interlocuteur posait la question, est-ce que les gens cherchent du sens à leur vie ? Oui, quel que soit le niveau, et ce n'est pas une critique auquel les gens appartiennent, ils sont en quête de sens. Pourquoi je fais ça ? Qu'on soit agriculteur, fermier, pompiste, PDG ou prêtre, quel est le sens que je veux essayer de donner à ma vie ? Et ce sens, je sais que c'est moi qui le crée. Il y a les circonstances, comme on dit. Comme dirait Michel Serres, les circonstances, c'est ce qui tourne comme les tourbillons dans l'eau. Circonstances, ça reste tout en tournant. Mais la vie, c'est fait de circonstances, fait d'événements, fait de discontinuité, fait d'aléatoires, d'imprévus. Et à travers tout ça, on essaye chacun, autrement on est ou dépressif ou suicidaire, d'essayer de donner un sens, même minime à sa vie, ses enfants, son métier. Ça, c'est important. Alors, cette question de Dieu, bien entendu que je la respecte pour beaucoup de scientifiques que je connais. Mais je pense qu'il y a deux lectures du monde. Il y a une lecture qui est celle, je dirais Jacques Monod, c'est-à-dire, en gros, pour simplifier, qui est déterministe et matérialiste, qui est de dire il y a le Big Bang, tout est né de là, les atomes, les molécules, les cellules, les organismes vivants, les populations, tout va en divergent. La divergence de l'univers est en expansion, tout fout le camp, si vous permettez l'expression. Si c'était un chanteur, on pourrait composer une chanson qui s'appelle Tout fout le camp. Ça, c'est la vision déterministe et matérialiste où l'homme se raccroche à quelques petits tourbillons de la formation de notre galaxie. Et puis, il y a la vision théillardienne qui, en gros, dit il y avait les particules élémentaires, mais il y avait de la prévie dedans. Alors ça, c'est du Teilhard, c'est pas moi. Il y avait de la prévie dedans, et en se complexifiant, il y a émergence du vivant, émergence de la conscience, et on va, à la différence du Big Bang, vers un big quelque chose qu'il appelle le point oméga, qui est la dématérialisation de l'humanité vers de l'esprit, qu'il appelle le point oméga, pour lui c'est Dieu. Alors, moi j'ai opposé dans mon livre Le Macroscope, dès 1975, ces deux lectures de l'univers, deux cônes, un cône divergent et un cône convergent. Ouais. Et en fait, cette divergence et cette convergence tiennent au sens que nous donnons au temps. C'est-à-dire à la durée dans laquelle nous nous inscrivons, puisqu'on doit mourir, c'est l'entropie, c'est le désordre, mais, comme je sais que je dois mourir, je peux créer de l'information. C'est ça le sens. Je peux créer de l'information dans un capital d'information qui est aussi un capital temps que je peux laisser à mes enfants, que je peux laisser à l'humanité. Si je suis patron d'entreprise, ou si j'écris des livres, ou si je suis présentateur de télévision, je laisse... on ne laisse pas grand-chose comme présentateur de télévision. Mais ne croyez pas ça. Vous laissez des bouts, des livres, pardon, pas ne croyez pas ça. Vous laissez des germes de compréhension dans l'esprit des gens par l'organisation de vos questions. Vous faites un travail extraordinaire de pédagogie et de donner du sens à une interview avec un scientifique surfeur. Voilà. Donc je redis qu'il y a deux lectures de l'univers. C'est comme une tapisserie avec la dame à la licorne que je vois devant, magnifique, et derrière, nous les scientifiques, on est derrière. On regarde les fils et on dit ah, quelque chose là, on dirait qu'il y a quelque chose qui va vers ça, peut-être que ça veut dire ça. Mais pour les gens qui sont croyants, qui sont de l'autre côté, qui voient la tapisserie, c'est évident. Vous voyez, nous, on est en train de décrypter l'autre côté de la tapisserie. Donc, il y a deux lectures du monde. Et moi, je suis plutôt de l'autre côté de la tapisserie en essayant de comprendre. Comme disait Jacques Monod sur son lit de mort, une phrase que j'aime, qu'il disait sur son lit de mort, la dernière phrase de Jacques Monod, c'est « j'essaye de comprendre ».
J'allais justement vous demander quelle était la phrase de Teilhard de Chardin que vous aviez retenue aussi. Alors, une phrase que j'adore et que j'applique constamment, c'est « tout ce qui monte converge ». Ce qu'il entend par là, c'est tout ce qui monte en esprit, tout ce qui monte dans le lien social, tout ce qui monte dans la relation, tout ce qui vous élève va vers le point oméga, va vers la convergence. Ma critique de Teilhard, j'en ai pas mal, je suis très teilhardien dans l'esprit, puisque la noosphère, c'est la cybersphère, avant tout le monde, il a vu ça. Moi, j'allais à Vézelay aux premières réunions Teilhard de Chardin, j'ai participé à des tas de conférences sur lui. Une des critiques que j'ai sur Teilhard de Chardin, c'est d'attendre le point oméga dans le futur. Pour moi, si point oméga il y a, il est maintenant. Il est déjà là. Il est là, évidemment. Il est là. On le tisse tous ensemble, on le construit. Ça aurait donné des conversations passionnantes, tout cela. On va faire tout de suite la deuxième petite surprise de l'émission. C'est un peu le même principe, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un prêtre qui vous pose une question. C'est un invité qui est déjà venu. Et cet invité, vous le connaissez bien parce que c'est un ami à vous. Tiens, vous allez deviner qui c'est. Alors, il doit avoir à peu près votre âge. C'est vraiment la star des commissaires-priseurs. On peut vraiment dire ça comme ça y est. Je m'en doute. Vous voyez déjà de qui je parle. Pierre Cornette de Saint-Cyr, non? Pierre Cornette de Saint-Cyr, vous connaissez comment tous les deux? Depuis le lycée. Depuis le lycée, tout simplement. Et c'est resté un... Ah oui, je le vois tout le temps, on blague ensemble. Je l'ai vu encore ce matin à une distribution de prix, des trophées éthique et gouvernance. Il est toujours là chaque année. J'ai l'occasion de parler avec lui d'art, puisque mon père était un grand artiste. Et donc, je peux parler avec lui de peinture. Voilà, et on l'a reçu il y a très très peu de temps dans cette émission. On lui a proposé évidemment de vous poser une question. Et alors, la question de VIP à VIP par Pierre Cornette de Saint-Cyr, ça donne ça. Joël, il faut que je déjeune très vite avec toi, là, parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Et notamment, ce qui me passionne maintenant, je voudrais que tu me parles des robots, de ce qui est en train de se passer dans l'intelligence artificielle. La science-fiction, on y est tous, évidemment. Mais j'aimerais vraiment maintenant qu'on puisse parler de ce qui va se passer avec les robots, comment on crée des cerveaux qui apprennent à être sensibles, qui vont créer de l'art. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. On fait des machines qui font des centaines de milliards d'opérations par seconde. Donc ça, c'est vraiment... Je voudrais beaucoup te poser de questions là-dessus. Donc, déjeune très vite. Hein. Je t'embrasse. Alors évidemment, je ne vous étonne pas en vous disant qu'on a passé une émission formidable avec Pierre Cornette de Saint-Cyr. Et il est vraiment passionné par la question qu'il vous pose. Tout ce qui est robot, ça, on sent le regard qui brille. Alors, la réponse, Joël de Ronet. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir où est-ce que je m'étais planté dans mes prévisions. Oui, d'ailleurs, c'est fâche comme question. Mais je vais vous répondre un peu sur les robots. Ah, d'accord. J'aime pas les robots. Alors, ça doit être quelque chose comme ça qui m'a un peu coincé. Pourquoi vous n'aimez pas les robots? Non, j'aime pas les robots anthropomorphes. Le mot est compliqué. Un robot anthropomorphe, c'est ceux qui ressemblent à des êtres humains. Et on nous dit souvent dans la science-fiction, des robots vont venir chez vous pour les personnes âgées, service à la personne. Un vieux monsieur ou une vieille dame regarde la télé, le robot va ouvrir le frigidaire, prendre une bière et lui apporter. Bon. Moi, je crois que c'est pas ça la robotique. La robotique, elle est déjà tout autour de nous. Quand vous rentrez dans un parking, vous mettez une carte, la porte s'ouvre, c'est un robot. Quand vous allez dans la rue chercher de l'argent dans un distributeur de monnaie, vous mettez votre carte, vous tapez votre code, c'est un robot. Il vous envoie même un reçu. Et même le distributeur de café, mais Catéo, ce est un robot. sont des robots. Et ils sont partout. Et il y en aura encore plus. Alors, je crois beaucoup aux robots invisibles. En logiciel, il y a déjà beaucoup de robots. Ce qu'on appelle un agent intelligent, comme Siri, dont j'ai parlé tout à l'heure, où vous parlez à l'ordinateur, il vous répond, c'est un robot. Ce qui vous dit que vous ne pouvez pas aller sur TF1 parce que vous êtes déjà sur Catéo, bien sûr. Par exemple. Il faut savoir gérer ses priorités dans la vie. Voilà. Donc, il vous aide à faire votre carnet, il vous répond, il vous parle avec une voix humaine que vous pouvez paramétrer. Je pense, et j'ai écrit ça dans des livres, ce n'est pas de la science-fiction, que dans une vingtaine d'années, peut-être une trentaine d'années, ces agents intelligents, on va pouvoir les paramétrer pour les transformer en petits objets ou en petits animaux, ou leur donner la physionomie ou le look que l'on voudrait. C'est une forme, ça. Et vont sortir de l'ordinateur. Ah, d'accord. Ils seront en 3D, en hologramme, autour de vous. Vous les appellerez comme ça, tu peux aller faire ceci, cela. Déjà, on le fait presque en logiciel. Et puis, il y a toute une série de puces robotiques, de puces robotisées qui font déjà des boulots fantastiques, des nanolabos, des laboratoires invisibles presque à l'œil nu qui font des analyses, etc. Donc, le robot japonais, parce que c'est eux les pionniers de ça, qui a physionomie humaine, probablement ça arrivera, mais ça restera quand même cher, réservé à certaines élites, et pas un gadget, mais pendant encore assez longtemps un gadget. Par contre, tous ces robots industriels qui sont là, qui peignent les voitures, qui vont dans des endroits radioactifs, etc.,
Ça existe et ça va se développer de plus en plus. Et puis, il y a aussi ce que j'appellerais des exosquelettes robotisés, c'est-à-dire vous êtes vous-même, mais vous allez mettre un harnais, par exemple, avec des circuits hydrauliques dedans, télécommandés soit par votre cerveau, commandé par votre cerveau si vous êtes une personne handicapée, il va vous aider à marcher. Mais surtout, imaginez, vous êtes une infirmière dans un hôpital et vous voulez porter un monsieur de 85 kg ou 90 kg, monter l'escalier et l'amener dans un autre lit, eh bien, vous pouvez, même si vous mesurez 1,65 m, vous pesez 50 kg, le faire, parce que cet exosquelette, comme dans le film Alien 2, Alien 3, va vous aider à le faire. Donc, moi, je crois beaucoup plus à cette robotique moins visible, moins spectaculaire. Mais plus utile. Plus utile. Enfin, Pierre, dernier point, parler des milliards d'opérations par seconde. Alors ça, c'est des robots, des ordinateurs hyper puissants. Et ça, c'est ce que j'appelle, alors ça, c'est une de mes grandes théories, qui est dans l'homme symbiotique et qu'on retrouve dans « Et l'homme créa la vie », qui est le cerveau planétaire, c'est-à-dire la construction par l'homme, en tant que neurone, d'un système qui est beaucoup plus qu'Internet. C'est un être vivant qui a son métabolisme énergétique, son métabolisme informationnel, ses réactions, ses maladies, peut-être qu'il peut devenir paranoïaque ou schizophrène, que nous sommes en train de construire de l'intérieur. Et ça angoisse les hommes politiques, parce que de leur dire qu'on crée quelque chose de plus que la société connue dans laquelle nous sommes, les villes, les organismes internationaux, etc., de dire que l'on est en train de créer un être vivant dont nous sommes les cellules et dont nous sommes les neurones, crée un espèce de sentiment de découragement. Et qu'est-ce que c'est ce système s'il commence à se penser lui-même? Je vais jusque-là. Je vais jusqu'à dire qu'en 2050, on a évalué ça à plusieurs scientifiques. Je fais partie d'un groupe mondial qui s'appelle le Global Brain Institute, GBI. Il y a des Chinois, il y a des Russes, il y a des Hollandais, des Américains. Le cerveau global, mondial. C'est des neurophysiologistes, c'est des systémiciens, c'est des informaticiens, c'est des économistes. On est nombreux, on a reçu un gros crédit la semaine dernière, GBI, le Global Brain Institute. Donc on essaye de savoir comment cet organisme vivant qui se met en place sur la Terre peut être planifié par l'homme plutôt que de se faire tout seul et se retourner contre nous, de devenir une sorte de Big Brother, de Golem ou de Frankenmonde, comme je l'appelle. Donc c'est un enjeu politique énorme de savoir comment nous, connaissant les lois scientifiques, pouvons assembler ce système d'une manière qui est bénéfique à l'homme et pas contre l'homme. Donc ça, pour moi, c'est le robot des robots, mais c'est un robot symbiotique, il vit avec nous. On a accès aux travaux du GBI ? Ou ça reste très secret, c'est réservé aux chefs d'État? Non, c'est pas Davos, c'est réservé à tous les gens qui veulent se connecter sur le site. Il n'y a qu'à aller sur mon site derené.com et chercher Global Brain Research et on le trouve. Et vous en pensez quoi, vous, des politiques? Parce qu'on est à quelques semaines de la présidentielle en France. Enfin, c'est un monde qui vous intéresse, qui vous interpelle? Ça me passionne. Vous sentez... Ah oui, ça me fascine. J'ai conseillé beaucoup d'hommes politiques, des ministres et des chefs d'État, mais directement, en tête à tête. Jamais dans le cadre de groupes de réflexion ou de conseils. Et le seul problème, enfin un des grands problèmes du politique, c'est qu'il est élu à court terme et localement. Il est élu pour 5 ans, 16 ans, et pour un pays. Donc il est obligé de faire la communication et le marketing de ses propositions pour avoir ses votes. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est long terme et global. Ça cadre assez mal en termes de calendrier. En général, ça cadre pas très bien. Alors, mais ils comprennent. Ça cadre bien à l'île Maurice. Ah oui. Alors parlons quand même de l'île Maurice, qui est quand même votre île d'origine, parce que vous êtes conseiller pour l'île Maurice. Oui, je suis conseiller du Premier ministre. Du coup, Premier ministre, vous êtes conseiller sur du long terme, là. Oui, alors, carrément, puisque notre visée, c'est 2040 et 2050. On pense qu'en 2035-2040, on pourrait être 65 à 70% autonome en énergie. C'est-à-dire l'île vivant entièrement du soleil, énergie solaire, l'éolien, la géothermie, la biomasse, c'était un ancien pays de canne à sucre, et peut-être un jour l'énergie thermique des mers, etc. Donc on est vraiment là-dessus, et le Premier ministre m'a fait confiance, et on a créé le projet MID, Maurice Île Durable, qui a maintenant son conseil, son conseiller, ce financement, et des compagnies internationales qui s'intéressent à installer à l'île Maurice des démonstrations d'éoliennes ou de panneaux solaires. D'accord. On va passer à la dernière partie de cette émission, Joël de René. Il nous reste 7 minutes et demie. Et cette dernière partie s'appelle le questionnaire inattendu. Mais quelque chose me dit qu'il n'y a rien qui vous fait peur, vous. Donc, on y va? Bien sûr. Bon, c'est parti. Alors, le questionnaire inattendu, ce sont des petites questions qui partent un peu dans tous les sens. Et la première est celle-ci. Quelle est l'odeur de votre enfance? La canne à sucre. C'est-à-dire le sucre avec de la mélasse autour.
Qu'est-ce que vous diriez au petit garçon que vous étiez si vous pouviez le croiser au coin de la rue? Essaye d'aimer l'avenir, parce que si tu aimes l'avenir, tu vas le construire. Il ne l'aimait pas, le petit garçon que vous étiez? Non, en général, les gens sont très sceptiques. Les jeunes jusqu'à 12 ans, ça va. Ils sont questionneurs, ils posent des questions, ils s'intéressent. Vous étiez comme ça, vous? Oui, j'étais comme ça. La grande crise, c'est entre 13 ans et 18 ans. Là, c'est d'autres valeurs qui entrent en jeu. Mais donc, ce que j'essaye de dire aux jeunes, aux plus jeunes, ceux que vous citez, et aux autres, essayez d'aimer l'avenir. Parce que d'abord, pour l'aimer, il faut le comprendre. Donc, essayez de comprendre, intéressez-vous. Et puis, il faut le vouloir. Et puis, surtout, essayez de le construire ensemble, en commun. Quelle est votre devise? Est-ce que vous avez adopté une phrase toute faite de quelqu'un ou est-ce que vous êtes construit, forgé une devise à vous? Bon, j'ai une devise que j'aime bien, c'est que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de l'inventer. C'est pas mal. Parce qu'au moins, prends-toi en main, c'est ton destin. Voilà, au Les moins inconnus, il arrivera ce qu'on aura créé ensemble. Je reviens sur ce que j'ai dit, de créer ensemble le futur. Tandis que prédire, la prédiction, quelquefois, c'est linéaire et un peu in abstracto. Donc la meilleure façon de prédire le futur, je l'applique à moi-même, c'est de l'inventer. Alors imaginons maintenant que vous pouvez organiser une grande tablée, un dîner, où si c'est le soir, vous mangerez très léger, avec des fruits et des légumes. Mais peu importe, vous pouvez choisir vos convives. Peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, ils viennent du passé, du présent, du futur. Ils sont morts ou vivants. Qui invitez-vous autour de cette combien de personnes, table? Combien de personnes je sais pas, et où? Une dizaine. Combien de personnes? Chez une vous? dizaine? Chez moi. Chez moi. Chez vous, oui, il faut que ce soit... Je vais inviter un mélange d'artistes, Ouais. un mélange de scientifiques, un mélange de prospectivistes et d'hommes politiques et de femmes politiques, et un mélange de journalistes et de gens qui s'occupent de la suivi du monde et des médias. Et 50% de femmes. Mais on n'est pas sur un choix, on est sur un choix professionnel en fait, on n'est pas sur un choix du cœur alors. Si, dans les choix du cœur, je ne vais pas nommer des gens, parce que j'en ai plein dans ma tête. Mais je vous dis déjà que ce seraient des grands artistes, à la fois des artistes contemporains et des artistes anciens. Je veux dire, est-ce que je vais inviter Turner ou Derain ou Vuillard? J'inviterai Turner, Derain et Vuillard comme artistes, ça c'est clair. Voilà. Si c'était des grands scientifiques, j'inviterais, je ne veux pas dire Einstein parce que c'est trop bateau, mais j'inviterais Richard Dawkins, j'inviterais Jacques Monod et des gens comme ça que j'ai admirés toute ma vie. Einstein, c'est pas si bateau que ça. Einstein, bon, c'est bateau. Bon, d'accord, c'est bateau. Etc. Moi, j'aimerais bien inviter Teilhard de Chardin. J'aurais adoré l'inviter parce que j'aurais tellement de trucs à discuter avec lui. J'ai tellement lu tous ses livres, tous. Pas. Il a peut-être lu tous les vôtres aussi. Il n'y en a pas un que j'ai laissé de côté. J'ai tous lu du phénomène humain, etc. Bon. Les femmes, je suis totalement admiratif de nombreuses femmes managers, femmes des médias. Bon, on les voit toutes à la télé en ce moment, donc je les inviterai pour discuter avec elles, pas seulement parce qu'elles sont belles et que j'adore les belles femmes, c'est pas seulement ça, c'est parce que je pense qu'elles nous apportent une autre vision du monde, une autre vision moins systématique que les hommes, plus systémique, une vision de la contextualisation, du pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc, vous avez une de ces femmes dans votre famille, Tatiana de Ronay, qui est quand même un écrivain très très connu et qui c'est l'écrivaine française, l'auteure française la plus lue dans le monde. Voilà. En France, il faut la mettre à un niveau d'Anna Gavalda et de Marc Lévy quand même. Alors en France, on peut citer des noms. C'est Musso, Lévy, Werber. Tatiana 4e en France. Mais comme elle écrit en anglais, et qu'elle est traduite dans le monde entier, est traduite dans le monde entier, elle est l'auteure française la plus lue dans le monde. Voilà. Ses livres se montent à 5,5 millions d'exemplaires. Alors Tatiana de Ronay, si on devait en citer qu'un, c'est notamment Elle s'appelait Sarah, comme il a été adapté au cinéma. Si les gens ne l'ont pas lu, en tout cas, ils l'ont vu au cinéma. Aussi. Et Rose aussi, oui. Donc voilà, ce sera un mélange d'artistes, de journalistes, de scientifiques, d'hommes et de femmes qui comptent, qui créent, qui sont des créateurs, qui ont envie de parler du futur et pas seulement d'eux. J'en ai un peu assez des gens qui passent leur temps à expliquer d'où ils viennent, ce qu'ils font et pourquoi ils le font et se comparent les uns aux autres. Pourtant, c'est intéressant quand on vous entend, vous, parler de ça. Justement, vous avez dit que vous aviez encore facilement 40 ans à vivre, c'est 40 à 45 ans. Quel est vraiment le projet que vous voudriez voir aboutir ? D'abord, vous parlez d'âge, il y a deux âges. Il y a l'âge biologique et l'âge calendaire. Moi, je vis avec mon âge biologique. Je le sais, je le connais, parce qu'il y a une clinique qui s'appelle The Age Clinic qui vous prend pendant une semaine et qui vous fait faire des quantités de tests. J'ai envoyé d'ailleurs des copains qui avaient 40 ans, ils sont venus effondrés parce qu'on leur dit qu'ils avaient 60 ans. Voilà. Donc, moi, vous avez quel âge ? Je ne vais pas vous dire. D'accord. Ou à mon avis, ça tourne dans la trentaine. Non, rajoutez encore 20 une dizaine ? Non, 20 ans. D'accord, 20 ans. C'est déjà pas mal. 60. D'accord, c'est déjà bien, oui. Voilà. Donc, oui, je vous plaçais dans la trentaine quand même. Voilà, non, rajoutez 20 ans. Mais quel est le projet que vous voudriez voir aboutir absolument ? Moi, ce que je voudrais, c'est créer des universités systémiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'enseigner discipline par discipline, de vraies universités des savoirs, utilisant à la fois les réseaux numériques, utilisant à la fois l'édition papier, les jeux sérieux, tous les moyens multimédia à notre disposition.
in English, in French, en plusieurs langues, à l'échelle européenne. Je me sens plus européen que jamais. Je sens que l'Europe a beaucoup à apporter au monde en fonction de sa tradition, son histoire, sa culture, son rôle social, sa volonté aussi d'aider les gens sur le plan social, sur le plan spirituel. Donc je voudrais créer une université de tous les savoirs qui serait une université multidisciplinaire, systémique, utilisant toutes les nouvelles technologies. Ça, je vais le faire. Ben, vous attendez quoi là? Mais je vais le faire, je vais le faire. D'accord. On vous a dit, je vous crois. Hein. C'est un de mes projets. Une autre chose que je voudrais absolument faire, c'est que je suis un artisan. Aujourd'hui, j'écris mes livres de manière artisanale. C'est-à-dire que j'ai un plan et je dicte mon livre dans Dragon Dictate. Donc, il écrit automatiquement. Un logiciel de dictée voilà. direct. Donc, j'ai Google derrière, j'ai mes notes derrière, j'ai 5 ou 6 fichiers ouverts en même temps et j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Je passe au chapitre 5 et j'écris le chapitre 5. Et derrière, j'ai toutes mes références qui arrivent. Donc, c'est un travail d'artisan. C'est comme un sculpteur qui fait d'abord la forme générale, puis ensuite, il fait les détails, il fait l'œil et l'oreille. Eh bien, ce que je voudrais faire, c'est moi-même être un producteur, créateur de dessins animés pédagogiques dans des livres. C'est-à-dire, on a un livre papier et on a un QR code ou un flash code avec son smartphone, tout ce langage compliqué. On prend des photos et on voit des vidéos faites par moi. D'ailleurs, si vous allez sur universcience.tv, je répète encore ce que j'ai dit tout à l'heure, et vous regardez ma petite série « Au secours, je ne comprends rien », vous riez. Pourquoi les fourmis choisissent le chemin le plus court quand elles vont ramener de la confiture en faisant un détour? Pourquoi? Comment elles font? Est-ce qu'elles sont intelligentes ou c'est une intelligence collective? Ben ça, je voudrais faire tous les éléments moi-même, à la main, avec des logiciels qui commencent déjà à exister. On sent de l'appétit, c'est formidable. La vulgarisation pédagogique en dessin animé. L'émission se termine. Joël de Renet, qu'est-ce que je vous souhaite là, pour la sortie de ce studio, pour toutes les années qui vous attendent? Que vous continuez à réussir aussi bien votre métier. Et ce que vous faites est aussi sympa, aussi passionnant. Vous, voilà. C'est ça que je vous souhaite? Oui. Ah bon? Moi, je vous souhaite ça à vous. C'est gentil. Voilà, je vous souhaite ça à vous. Vous êtes surprenant jusqu'au bout. Je vous souhaite ça à vous. Vous faites une super émission, vous êtes génial, vous avez des bonnes questions. Et si mon souci et mon souhait, c'est que le monde continue avec des femmes comme vous. Ah, c'est adorable. Je ne sais plus où je mets, je suis en train de rougir sur le maquillage. Merci beaucoup. Et puis, bonne continuation alors à nous alors. Merci Joël de Renet.